L'avocat de ma femme m'a signifié des papiers au travail, je lui ai remis une enveloppe qui a détruit son dossier au tribunal. Vous pensez que c'est de la vengeance? Non, c'est la facture. J'ai dit cela d'une voix ferme tandis que l'homme en face de moi réalisait enfin que le jeu était terminé, et que c'était moi qui avais tenu les comptes depuis le début. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, vous devez savoir ce qu'ils m'ont pris, et ce que j'ai repris. Mon nom est Logan Mercer. J'ai 46 ans, je suis père, ancien officier du renseignement militaire et fondateur de l'un des cabinets de conseil en sécurité les plus respectés de la ville. Et voici l'histoire de comment la femme à qui j'avais confié mon cœur et l'homme que j'appelais autrefois mon frère ont tenté de m'effacer de ma propre vie. Le message est arrivé un jeudi soir. Logan, nous devons parler. Il est temps que nous arrêtions de faire semblant. J'ai déposé les papiers du divorce. Je vais rester chez Nathan. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Vanessa. Il n'y a pas eu de montée en tension, pas de confrontation, juste cet email froid, délivré avec une précision chirurgicale. Pas même un appel téléphonique, aucune explication, juste une suppression. Pendant une longue minute, je suis resté assis là, à fixer l'écran, attendant que mon esprit rattrape la réalité. Le bureau autour de moi s'est estompé. Le vrombissement des serveurs s'est transformé en un grésillement statique. Mes mains, entraînées à être stables, sont restées immobiles au-dessus du clavier. Vanessa Langford, ma femme depuis 8 ans. La femme qui, je le croyais, avait vu au-delà de l'uniforme, au-delà des cicatrices, l'homme qui se cachait en dessous. Et Nathan Crowell, mon ami le plus proche, mon témoin de mariage, mon partenaire en affaires. Le choc n'est pas venu comme une vague. C'était un silence, assourdissant, suffocant. Ce n'est pas la trahison qui m'a le plus durement frappé. C'était la préméditation. Les signes, maintenant douloureusement évidents, avaient été là. Les nuits tardives de Vanessa, les appels téléphoniques secrets, la façon dont son regard commençait à dériver pendant les dîners de famille. J'avais mis ça sur le compte du stress, de la distance créée par l'ambition, de la vie. J'avais tort. Quand j'ai creusé plus profondément, quand j'ai extrait les métadonnées de nos appareils partagés et décrypté des fragments du serveur de l'entreprise, la vérité a émergé avec une clarté effroyable. Vanessa ne me quittait pas seulement, elle m'effaçait. Elle voulait la garde exclusive de nos jumeaux, Eden et Lily, affirmant que j'étais un père absent. Elle avait construit un récit de négligence, le servant à des avocats, le chuchotant à des juges. Et Nathan. Il était plus qu'un amant. Il était un complice. Il avait déjà commencé à manœuvrer pour s'emparer de Blackstone Security, organisant des réunions secrètes avec les membres du conseil d'administration, redirigeant les demandes de clients. Il avait même créé une société holding privée, avec l'intention de rebaptiser l'œuvre de ma vie une fois que je serais hors du tableau. Et le pire, c'est qu'ils étaient confiants. Ils pensaient que je ne me battrais pas. Un soir, j'ai confronté Vanessa, pas avec colère, juste avec des faits. Je suis au courant du compte aux Caïmans, dis-je calmement. Et de la nouvelle société de Nathan. Elle n'a pas scié. Elle m'a juste regardé avec ce visage serein et étudié qu'elle utilisait lors des galas de charité. Tu aurais dû faire plus attention, Logan. Tu étais toujours occupé à sauver tout le monde. Quelqu'un devait me sauver. Cette phrase, je ne l'oublierai jamais. Elle ne l'a pas niée. Elle l'a justifiée. Dans son esprit, je le méritais pour avoir construit une vie qu'elle ne contrôlait pas. Pour ne pas avoir remarqué quand son ambition avait dépassé sa conscience, pour lui avoir fait confiance. Mais la confiance n'était pas ma faiblesse. C'était l'espoir. J'espérais que la femme qui m'avait autrefois tenu la main pendant qu'Eden était en néonatologie existait toujours. J'espérais que l'homme qui m'avait aidé à lancer Blackstone à partir d'un rack de serveurs dans un garage n'était pas un vautour déguisé. J'ai espéré. Pendant bien trop longtemps. Maintenant, j'en avais fini d'espérer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. J'ai fait ce pourquoi j'étais entraîné. J'ai observé. J'ai écouté. J'ai documenté. Je me suis préparé. L'armée m'a appris à démanteler des réseaux, à repérer les faiblesses, les points de pression, les schémas. J'avais passé des années à traquer les menaces pour des entreprises valant des milliards de dollars, tentatives de piratage, sabotage interne, intrusion physique. Maintenant, la menace était à l'intérieur de ma propre maison, et je la traiterais de la même manière que toujours, discrètement, complètement.
Un soir, alors que j'étais assis dans mon bureau à examiner des fichiers cryptés auxquels Vanessa n'aurait jamais pensé que j'accéderais, j'ai trouvé le nom que je ne m'attendais pas à revoir. La juge Evelyn Warwick, la mère de Vanessa. Une femme avec suffisamment d'influence dans le monde juridique pour faire pencher la balance dans les batailles pour la garde et enterrer les accusations avant même qu'elle ne quitte la salle d'audience. Une femme qui m'avait un jour prévenu, en souriant autour d'un verre de vin, les gens comme vous se marient pour entrer dans le pouvoir. Ils ne le gardent pas, à l'époque, j'avais cru que c'était une blague. Maintenant, je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire. Ils ne voulaient pas seulement que je parte. Ils voulaient tout prendre, mon nom, mes enfants, mon entreprise, mon héritage. Mais ils avaient oublié une chose. C'est moi qui écris les règles du jeu. Et la première règle de la guerre est simple. Ne commencez pas un combat avec un homme qui n'a plus rien à perdre, car il s'assurera que vous n'oublierez jamais ce que vous avez essayé de prendre. Le dossier que j'ai ouvert ensuite ne contenait pas seulement des images de surveillance. Il contenait quelque chose de bien pire. Un levier. Et le temps qu'il réalise ce que j'avais, il serait déjà trop tard. Les images n'étaient pas censées exister. C'est ce qui les rendait précieuses. Caché au plus profond d'une partition cryptée de l'ordinateur portable professionnel de Vanessa, celui qu'elle croyait que je ne toucherais jamais, se trouvait un dossier simplement nommé « Doc Consulting ». Pour un œil non averti, il ressemblait à des feuilles de calcul et des PDF de contrats. Mais le cryptage laisse toujours une trace, et les traces ont des empreintes. J'ai lancé un protocole de récupération forensique que j'avais conçu des années auparavant pour un client qui suspectait de l'espionnage industriel. Il a fallu 27 minutes pour briser la coquille. Ce que j'ai trouvé a rendu l'air de la pièce plus lourd. Une vidéo granuleuse mais stable d'une suite d'hôtels, filmée depuis le coin du plafond. Un endroit haut de gamme, mobilier en velours, éclairage doux, un mur de verre derrière eux. Et elle était là, Vanessa Langford, ma femme, drapée sur un fauteuil comme si le monde lui appartenait, jambes croisées, riant de quelque chose hors champ. Puis Nathan Kroll est entré dans le cadre. Aucune tentative de subtilité. Il a versé du champagne dans son verre, puis s'est assis sur la coudoir à côté d'elle, une main sur son épaule. Elle s'est appuyée contre lui, à l'aise, intime, comme si c'était une scène répétée. Il n'y avait pas de son, mais leur langage corporel hurlait la collusion. Elle a penché la tête en arrière, souriante. Il s'est penché et lui a murmuré quelque chose qui l'a fait sourire d'un air suffisant, comme si toute la partie était déjà gagnée. À son poignet, un bracelet en diamant. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Certainement pas un que j'avais acheté. Ma poitrine s'est serrée, non pas par jalousie, mais par reconnaissance. Il ne célébrait pas l'amour. Il célébrait la victoire. Je suis resté à regarder le moniteur en silence, laissant le poids de la vérité s'installer dans mes os. Après un long moment, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre. Les images de surveillance étaient accablantes, mais il m'en fallait plus. J'ai cherché des archives de messages liés, des sauvegardes synchronisées, tout ce qui pouvait lier leur relation à un motif. Cela n'a pas pris longtemps. Vanessa était devenue arrogante. Elle pensait que supprimer des fichiers de son téléphone signifiait qu'ils avaient disparu. Mais le cloud n'oublie jamais, et moi non plus. Les journaux de texte sont arrivés par l'eau, compressés, cryptés, mais intacts. Le premier message de Nathan m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. L'accord prénuptial n'aura pas d'importance si nous pouvons prouver qu'il a utilisé les serveurs de l'entreprise pour te suivre. Evelyn dit que ça tuera sa demande de garde. Et la réponse de Vanessa, sa réponse était pire. Dieu, oui. Eden et Lily le connaissent à peine maintenant. Il a choisi le travail. Nous nous assurons qu'il le croit. Mes mains sont devenues froides. Je l'ai lu encore et encore. Puis je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le plafond. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était une dissection chirurgicale. Vanessa n'essayait pas de partir discrètement. Elle construisait une version de la réalité où j'étais le méchant. Où le père qui bordait ses enfants entre deux missions à l'étranger était soudainement un étranger. Elle voulait mes enfants, mon entreprise, ma réputation. Elle voulait que les tribunaux m'effacent proprement. Mais les salles d'audience ne sont pas des terrains de jeu. Et les gens sur qui elle comptait n'étaient pas irréprochables. J'ai cliqué sur un autre dossier crypté. Celui-ci était le mien. Une compilation que j'avais discrètement constituée bien avant que la liaison ne soit confirmée. Appelez ça de l'instinct,
Appelez ça de la paranoïa. Mais quelque chose dans le ton de Vanessa avait changé il y a plus d'un an, et j'avais commencé à écouter plus attentivement. La première pièce du puzzle était une vieille affaire classée sous scellé liée à la juge Evelyn Warwick, la mère de Vanessa. Une accusation de conduite en état d'ivresse classée sans suite. Dossier scellé. Zéro couverture médiatique. Officiellement, l'affaire était non fondée. Officieusement, son neveu, le cousin de Vanessa, avait percuté de flanc une famille de 4 dans une zone scolaire. Une famille d'immigrants, tous tués sur le coup. Evelyn avait orchestré la dissimulation, allant jusqu'à faire pression sur le procureur de l'époque pour supprimer des preuves. J'avais une copie scannée du rapport toxicologique, une photo horodatée de l'accident, une piste de paiement. Mais ce n'était que le début. J'ai trouvé des contributions de campagne acheminées par des sociétés écrans, des chèques signés par Charles Langford, le père de Vanessa, au même procureur 2 semaines avant que l'affaire ne disparaisse. C'était systémique, sale, de l'argent ancien se protégeant des conséquences. Vanessa avait grandi dans cette maison. Bien sûr, elle se croyait intouchable. Il ne lui avait pas seulement appris à gagner. Il lui avait appris à éliminer les menaces avant qu'elle ne puisse parler. Je n'allais pas être l'un d'eux. Chaque document que je collectais allait dans une seconde archive hors ligne, cryptée avec plusieurs couches, stockée de manière redondante, imprimée en copie papier et enfermée à clé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une assurance. Si Vanessa voulait me dépeindre comme instable, négligent ou inapte, alors je devais lui rappeler que le pouvoir sans éthique n'est qu'un masque qui attend de tomber. Je n'allais rien utiliser pour l'instant. Pas à moins qu'elle ne me force la main. Mais si elle le faisait, je ne viserais pas bas. Je viserais proprement, silencieusement, précisément. De la même manière qu'elle avait essayé de me démanteler. Et ainsi, alors que les lumières des serveurs clignotaient derrière moi et que la maison tombait dans le silence, j'ai fermé l'ordinateur portable, je suis monté à l'étage et j'ai embrassé Eden et Lily sur le front pendant qu'ils dormaient. C'était pour eux que je ne craquerais pas. Peu m'importait ce que Vanessa dirait de moi au tribunal ou les mensonges que Nathan chuchoterait en privé. Le moment venu, la vérité n'aurait pas besoin d'être défendue. Elle exploserait d'elle-même. Et le prochain coup, ce serait à elle de le jouer. Mais elle ferait mieux de bien réfléchir, car les preuves que je détenais n'exposaient pas seulement la corruption. Elles avaient le pouvoir de faire s'effondrer tout son arbre généalogique. Logan Mersey avait passé sa carrière à maîtriser le silence, à comprendre comment le pouvoir se déplaçait dans l'ombre et comment les réputations étaient démantelées, non pas avec du bruit, mais avec précision. Alors, quand il a découvert la pourriture sous le nom de la famille Langford, il ne s'est pas précipité pour l'exposer. Il l'a étudié, a vérifié chaque fil, a mesuré son poids et l'a discrètement transformé en une arme. Plus il se penchait sur l'historique judiciaire de la juge Evelyn Warwick, plus l'image devenait claire. Son casier impeccable était une illusion soigneusement élaborée, maintenue par des dépôts supprimés, des dossiers judiciaires mystérieusement scellés et un réseau de faveurs échangées à huis clos. Mais une affaire se démarquait. Une tragédie impliquant son neveu, un jeune homme avec une série d'infractions au code de la route qui avait heurté et tué une famille entière dans une collision à grande vitesse juste à l'extérieur de la ville. Les victimes étaient des immigrés sans papier. 4 vies anéanties en quelques secondes. Selon le dossier public, les charges avaient été abandonnées pour insuffisance de preuves, mais les dossiers scellés racontaient la véritable histoire. Evelyn était intervenue directement, faisant pression sur le procureur pour enterrer l'affaire. Le procureur, maintenant un nom à la retraite avec un dossier impeccable, avait accepté une série de dons durant cette même période. Des dons acheminés par une demi-douzaine de sociétés écrans liées à Charles Langford, le mari d'Evelyn et le père de Vanessa. Logan a retracé chaque virement bancaire, a fait correspondre les horodatages et a corroboré le mouvement des fonds en utilisant les déclarations publiques de campagne. Il ne se contentait pas de constituer un dossier. Il construisait une bombe à retardement. Une bombe qui ne pourrait être niée ni écartée. Assis dans son bureau, Logan cliquait sur des dossiers étiquetés avec une clarté chirurgicale, faute professionnelle judiciaire, comptes écrans Langford, séquence de dissimulation du procureur. Chaque dossier était rempli de PDF scannés, de journaux de chaîne de possession, et même de photos de Charles rencontrant en privé l'ancien procureur quelques jours seulement avant que l'affaire fatale ne disparaisse des registres du tribunal. Il n'y avait pas de rage dans le processus de Logan, juste de la méthode, juste des faits. Il a recoupé chaque fichier avec au moins 2 sources indépendantes, puis a sauvegardé l'archive entière sur des disques cryptés séparés, stockés dans différents lieux physiques.
Si les Langford pensaient qu'ils pouvaient fabriquer une histoire au tribunal des affaires familiales, ils allaient bientôt réaliser qu'ils étaient assis sur quelque chose de bien plus explosif. Et pourtant, Logan n'a pas laissé filtrer un mot. Il n'a rien dit à Vanessa. Il n'a pas appelé de journaliste ni activé de canaux juridiques. Il a attendu. Car le contrôle ne résidait pas seulement dans ce que l'on possédait. Il résidait dans le moment où on l'utilisait. Il savait que Vanessa et Nathan continuaient de manœuvrer en coulisses, confiants dans leur avantage. Nathan avait commencé à démarcher les contacts clients de Blackstone Security, offrant des tarifs réduits sous la table. Vanessa, quant à elle, modifiait discrètement sa demande de garde, citant désormais une instabilité psychologique et une paranoïa enracinée dans un traumatisme post-militaire. Logan a lu ces lignes sans émotion. C'était exactement le genre d'assassinat de caractère auquel il s'attendait. Il a noté dans son journal, ils frapperont par derrière. Sourire d'abord, poignarder ensuite. Evelyn serait la conclusion. Dès que Vanessa serait à court de levier, sa mère interviendrait, probablement par une influence juridique en coulisses, pour s'assurer que Logan soit dépeint comme un risque pour ses enfants. Il l'avait déjà fait. Il pensait pouvoir le refaire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Logan avait déjà obtenu une réunion avec un enquêteur fédéral, officieusement, un ancien collègue qui s'occupait maintenant des plaintes d'éthique judiciaire. Logan n'a rien soumis. Pas encore. Il a simplement remis une copie expurgée du réseau financier liant Charles Langford au bureau du procureur il y a 13 ans. L'enquêteur avait haussé un sourcil et dit, si cela devient public, la moitié de leur héritage part avec. La seule réponse de Logan fut un calme, c'est le but. De retour à la maison, Logan a maintenu sa routine. Il n'agissait pas comme un homme se préparant à la guerre. Il a emmené Eden à l'entraînement de baseball, a aidé Lily à finir son modèle pour la foire scientifique, a répondu aux appels des clients, a assisté aux réunions du conseil. Pour tout le monde, il n'était qu'un père s'adaptant à un divorce difficile. Mais à l'intérieur, chaque pas était calculé. Il savait que les Langford comptaient sur la réputation comme les rois comptaient autrefois sur le droit divin. Et une fois cette image fissurée, leur monde entier basculerait. Tard un soir, alors qu'il examinait une autre séquence de mai entre Vanessa et Nathan, Logan a attrapé une ligne qui l'a fait se redresser. Vanessa avait écrit, « Ma mère dit que nous devons agir avant qu'il ne trouve un avocat qui a du mordant. Si nous attendons, nous perdons tout. » La réponse de Nathan était, « Kurt, alors frappe-le en premier. Fais-le réagir. » Logan a fixé l'écran, calme et froid. Il croyait toujours avoir une longueur d'avance. C'était leur erreur. Il a fermé l'ordinateur portable lentement, a verrouillé le tiroir et a éteint les lumières. Sa maison est tombée dans l'obscurité, mais son esprit était aiguisé comme une pointe unique. Il n'allait pas réagir. Il allait les laisser agir en premier. Et quand il le ferait, il déclencherait une réaction en chaîne qu'il ne pourrait pas contrôler. Parce que l'affaire qu'Evelyn avait enterrée n'était pas seulement un scandale, c'était une mèche. Et Logan Mercer avait déjà l'allumette en main. L'air dans la salle de conférence de Malcolm Reeves était plus froid que le réglage de la climatisation. Logan Mercer était assis à une extrémité de la table en acajou poli, la posture détendue, l'expression illisible. En face de lui, Vanessa Langford était assise dans un silence de créateur, ses mains pliées trop fermement sur ses genoux. Son avocat, Malcolm, le genre d'homme qui mesurait la confiance en heures facturables, arborait ce demi-sourire suffisant qui précédait généralement une menace déguisée en négociation. Il a fait glisser un dossier épais sur la table avec un calme délibéré. « Voici l'offre finale, dit-il. Vanessa conserve la garde exclusive d'Eden et Lily, reçoit la maison, les véhicules et une participation majoritaire dans Blackstone Security. Si vous acceptez cela discrètement, nous pouvons éviter un litige qui ne se reflèterait pas bien sur vous. » Logan n'a même pas jeté un coup d'œil au dossier. Il a laissé le silence s'étirer. La suffisance sur le visage de Malcolm a commencé à vaciller. Puis, sans un mot, il a sorti de sa mallette une simple enveloppe blanche. Pas d'étiquette, pas de marque, juste du poids. Il l'a posée doucement sur la table et l'a poussée de 2 doigts. « Remettez ça à votre cliente, dit-il. » Malcolm a haussé un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une mise en perspective, » a répondu Logan. Vanessa n'a pas bougé. Malcolm a hésité, puis a ouvert l'enveloppe. Son expression a changé en quelques secondes. À l'intérieur se trouvaient des résumés imprimés et des preuves photographiques.
Les dossiers judiciaires scellés détaillant l'ingérence de la juge Evelyne Warwick dans un accident mortel. La chaîne de transfert financier du réseau d'affaires de Charles Langford à un procureur corrompu. Des photos horodatées de réunions privées. Des mémos juridiques scannés, enterrés sous le privilège judiciaire. Les doigts de Malcolm se sont arrêtés sur un document notarié liant une société écran liée à Nathan Kroll à des activités suspectes impliquant les comptes de Blackstone Security. « Où avez-vous eu ça ?» demanda-t-il. Logan a finalement levé les yeux, sa voix froide et délibérée. Ce n'est pas la bonne question. La bonne est, jusqu'où pensez-vous que votre cliente veut que cela aille? La bouche de Vanessa s'est crispée, mais elle n'a rien dit. Malcolm a tenté de se ressaisir. Vous menacez une juge en exercice. Logan a secoué la tête. Non, je lui donne la chance de choisir la discrétion plutôt que le déshonneur. Il s'est levé calmement, ramassant sa mallette. Vous recevrez mes conditions par écrit d'ici la fin de la journée. Je lui suggère de les lire attentivement. Il est sorti sans un autre regard. 2 heures plus tard, son téléphone a sonné. Le nom sur l'écran disait « Evelyne Warwick ». Il l'a laissé sonner 2 fois avant de répondre. « Logan Mercer », dit-il d'un ton plat. La voix à l'autre bout du fil était vive, mais plus aussi assurée. « Tu penses que tu peux me faire chanter ?»« Non », dit-il. « Je pense que je peux vous anéantir. Mais je préférerais ne pas avoir à le faire. »« Vous bluffez ?» lança-t-elle. Logan n'a pas haussé le ton. « J'ai envoyé un dossier partiel à 3 journalistes ce matin. Expurgé pour l'instant. J'ai aussi rencontré un enquêteur fédéral en éthique. Rien n'est encore public, mais si Vanessa ne retire pas la demande de divorce et ne me cède pas la garde exclusive d'Eden et Lily, si Nathan ne vend pas sa participation dans Blackstone Security à sa valeur d'origine, et si vous ne démissionnez pas discrètement du tribunal dans la semaine, alors chaque parcelle de l'héritage de votre famille sera traînée dans la lumière. C'est votre choix. » Evelyne a inspiré brusquement. Le genre de souffle que prend une personne lorsqu'elle calcule si elle a une main perdante. « Vous ne voulez pas entrer en guerre avec ma famille, dit-elle. Logan a répondu sans hésiter. « Je ne suis pas en guerre, madame la juge. Je rétablis les faits. » Il a raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Puis il a éteint son téléphone, s'est versé un verre d'eau et s'est assis dans un silence complet. Pour la première fois depuis des mois, le sol sous ses pieds semblait stable. Il n'avait pas élevé la voix. Il n'avait pas fait de scène. Il avait simplement dit la vérité, l'avait emballée et l'avait remise aux personnes mêmes qui avaient bâti leur pouvoir sur l'illusion. Vanessa avait essayé de l'effacer de sa propre vie. Nathan avait essayé de lui voler son entreprise. Evelyne pensait que sa robe la rendait intouchable. Mais ils avaient tous mal calculé la même chose. Logan n'avait pas besoin de rage pour les détruire. Il n'avait besoin que de timing. Le lendemain matin, il a reçu un SMS de Malcolm. « Nous examinons vos conditions. » Pas de menaces, pas de contre-offre, juste le genre de retraite mesurée qui signifiait une chose. La panique s'était installée. Logan a souri pour la première fois depuis des semaines. Il pensait pouvoir le coincer. Mais maintenant, chaque mouvement qu'il ferait serait en réaction à lui, car ils avaient enfin compris à quel genre d'homme ils avaient affaire. Et il n'avait même pas encore vu la dernière carte dans sa main. Logan Mercer n'a pas convoqué de conférence de presse, n'est pas entré en trompe dans une salle d'audience et n'a pas publié un seul mot en ligne. Il a simplement posté 3 paquets anonymes, chacun adressé à un journaliste d'investigation différent, connu pour sa poursuite de la corruption. À l'intérieur se trouvaient des copies expurgées de dossiers judiciaires scellés, de virements bancaires et de collusions documentées s'étalant sur plus d'une décennie. Un 4e paquet a été discrètement envoyé au bureau d'un procureur fédéral avec une brève note manuscrite, ce n'est pas toute l'histoire, mais c'est assez pour commencer. Puis il a attendu. Pas nerveusement, pas anxieusement, juste tranquillement. À la fin de la semaine, les ondulations étaient devenues des vagues. La juge Evelyne Warwick, autrefois saluée comme un pilier incorruptible de la justice, a annoncé sa retraite soudaine, invoquant des raisons de santé personnelle. Le timing était impeccable. Quelques heures seulement après que 2 médias aient publié les premiers rapports sur une faute professionnelle judiciaire liée à un accident mortel longtemps enterré dans les archives judiciaires. Bien que son nom ne soit pas explicitement mentionné, le public savait déjà. Les forums ont explosé. Les murmures se sont répandus dans la communauté juridique comme de la fumée dans une pièce scellée. Mais Logan n'a rien dit.
Il a gardé sa routine. Petit déjeuner avec Eden et Lily. Un appel téléphonique discret avec un nouveau client. Des mises à jour de son directeur financier. Le monde avançait, ignorant que l'homme buvant son café noir en face de ses enfants venait de faire exploser une carrière qui fonctionnait autrefois au-dessus des conséquences. Charles Langford, le patriarche de la famille, a tenté de survivre à la tempête. Pendant quelques jours, il a presque semblé qu'il pourrait y arriver. Mais les enquêteurs fédéraux ne cherchaient pas les gros titres. Ils suivaient l'argent. En 2 semaines, plusieurs comptes liés à l'empire hôtelier de Charles ont été gelés. Des avoirs offshore ont été signalés. Des dons de campagne ont été assignés à comparaître. Le temps que Charles réalise que le filet se resserrait, il était déjà trop tard pour y échapper. Les investisseurs ont commencé à se retirer. Les actions des propriétés Langford ont chuté. Un empire discret, bâti sur les faveurs et le nom de famille, a commencé à s'effondrer sous le poids des chiffres, des dates et des signatures. Pourtant, Logan ne s'est pas réjoui. Il n'a pas porté de toast au gros titre ni gardé de trophée. Il a simplement ajouté un autre dossier à ses archives et l'a sauvegardé. Les Langford n'étaient pas finis. Pas encore. Mais ils saignaient, et il savait exactement d'où venait la coupure. La chute de Nathan Kroll fut plus désordonnée. Elle a commencé par un message vocal. En colère, paniqué, au bord de la rupture. « Tu m'as ruiné », criait Nathan au téléphone. « Tu ne comprends même pas ce que tu as fait. » Logan n'a jamais répondu. Un jour plus tard, un autre appel est arrivé. Plus calme cette fois. « Parlons. Retrouve-moi quelque part. On peut arranger ça. » Logan a écouté le message, l'a sauvegardé et est passé à autre chose. Il n'avait aucun intérêt à nettoyer le désordre de Nathan, surtout après avoir découvert que 2 jours avant leur négociation finale, Nathan avait vidé un compte aux Caïmans enregistré conjointement sous leur nom à lui et à Vanessa. Le montant était stupéfiant, assez pour disparaître. Et il a disparu. En 72 heures, Nathan est monté à bord d'un jet privé pour la Méditerranée et a disparu des radars. Son nom a bientôt été ajouté à une liste de surveillance internationale après que Logan ait transmis des documents de fraude financière à un contact de confiance à l'étranger. En quelques jours, les cartes de Nathan ont été refusées, ses comptes inaccessibles. La femme avec qui il s'était envolé l'a quitté dès que le yacht a été amarré. Le temps que les nouvelles locales s'emparent de l'histoire, Nathan Kroll était un fugitif, troquant le luxe contre des pseudonymes, se cachant dans des locations sous des noms qui ne lui appartenaient pas. Logan n'a rien regardé de la couverture médiatique. Il n'en avait pas besoin. Il n'avait aucun désir de célébrer. Sa victoire n'avait jamais été une question de spectacle. C'était une question de vérité, silencieuse et absolue. La déchéance de Vanessa Langford fut la plus ironique. Après avoir signé le transfert de garde, la renonciation aux actifs et le retrait de toutes ses demandes, elle a semblé disparaître de la haute société du jour au lendemain. Les invitations ont cessé. Ses amis ont arrêté de répondre. Les plateformes sociales où elle affichait autrefois une perfection soignée sont tombées dans le silence. Elle a vendu sa voiture de luxe. Puis la seconde. Elle a liquidé un ensemble d'actions privées et a fermé sa société personnelle. Finalement, elle a accepté un poste d'agent de niveau intermédiaire dans une petite agence immobilière à 2 villes de là. Les gros titres s'en moquaient. Logan aussi. Il ne suivait pas ses mouvements. Seulement occasionnellement, des connaissances mentionnaient l'avoir vu quelque part. Plus calme, plus humble, usée, mais se tenant toujours avec les derniers échos de qui elle était. Il hochait la tête poliment et changeait de sujet. Il n'était pas amer. Il n'était pas en colère. Elle avait tout misé sur le pouvoir et avait tout perdu en silence. C'était une justice suffisante. Un soir, Logan se tenait sur la terrasse arrière, le coucher de soleil lui caressant le visage d'or. Eden et Lily jouaient dans le jardin en contrebas, leur rire pur, intact par la guerre qui avait fait rage à huis clos. Il tenait un verre d'eau dans une main, l'autre reposant nonchalamment sur la balustrade. La paix n'est pas arrivée bruyamment, réalisa-t-il. Elle est venue lentement, inaperçue, méritée. Alors que le ciel s'assombrissait et que la lumière du porche s'allumait, son téléphone a vibré. Un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Pas de message, pas de messagerie vocale, juste un signal. Il a fixé l'écran, puis l'a posé lentement, son expression a changé. Parce que même dans la victoire, Logan Mercer comprenait une vérité inébranlable.
Certains ennemis ne s'éloignent pas en rampant, vaincus. Certains se taisent simplement avant d'essayer à nouveau. Logan Mersey ne les a pas détruits. Il n'a pas tenu de conférence de presse ni traîné quiconque devant les tribunaux publics. Il a simplement ouvert la porte et laissé la vérité sortir d'elle-même. Une fois exposée, elle a fait les dégâts qu'il n'a jamais eu besoin de forcer. La chute de Nathan Kroll fut permanente. Après avoir fui avec des fonds volés et abandonné Vanessa sans un mot, il est devenu l'objet de multiples enquêtes pour fraude dans 5 juridictions. La division des crimes financiers de la Force d'intervention internationale a signalé ses comptes offshore. Et une fois ses fonds gelés, Nathan a disparu dans une vie de pseudonyme et d'ombre louée. Un homme qui trinquait autrefois au champagne dans des pantousses vivait maintenant sous des noms d'emprunt, esquivant les caméras et vérifiant les portes 2 fois. Un fugitif, non pas menotté, mais isolé. Et Logan, il n'a jamais essayé de le retrouver. Non par pitié, mais parce qu'il n'en avait plus besoin. Nathan n'était pas une menace, il était une conséquence. La descente de Vanessa Langford n'était pas criminelle, elle était humaine. Après avoir cédé la garde d'Eden et Lily, elle a emménagé dans un modeste appartement et a accepté un emploi dans une entreprise qui connaissait à peine son nom. Fini les invitations personnalisées, le style de vie soigné, les projecteurs qu'elle orchestrait autrefois si soigneusement. Elle est devenue polie, professionnelle, banale. Les gens qui la connaissaient disaient qu'elle souriait plus maintenant, mais jamais tout à fait de la même manière. Parfois, quelqu'un demandait à Logan s'il avait de ses nouvelles. Non, répondait-il simplement. Et c'est très bien comme ça. Car il ne lui souhaitait aucun mal. Il lui souhaitait la clarté. Et la vie la lui avait apporté d'une manière plus humiliante que la vengeance n'aurait jamais pu le faire. Pour Logan, les suites n'ont pas été une célébration. C'était un retour au calme, à la concentration, au genre de vie qui n'avait pas besoin d'être prouvé. Eden et Lily se sont adaptés plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. Les enfants ont une façon de sentir qui est à leur côté sans avoir besoin de mots. Logan préparait les déjeuners, assistait aux pièces de théâtre de l'école, entraînait la petite ligue et les bordait avec des histoires qu'il n'avait jamais eu le temps de raconter auparavant. Il ne posait pas beaucoup de questions sur ce qui s'était passé. Et quand il le faisait, il répondait doucement. Nous sommes là maintenant, disait-il. C'est ce qui compte. Blackstone Security s'est rétabli discrètement. Les clients sont revenus. De nouveaux contrats sont arrivés, non par sympathie, mais parce que le nom de Logan signifiait toujours la fiabilité. Il a constitué une équipe plus légère, des recrutements plus intelligents, des protocoles plus stricts, moins de risques. Personne n'a posé de questions sur le scandale parce que Logan ne leur en a jamais donné la raison. Son silence est devenu sa signature, son professionnalisme, son bouclier. La nuit, après que la maison soit tombée dans le silence, il se tenait parfois dans le couloir et regardait la photo encadrée de ses enfants sur le mur du salon. Même visage, même sourire, mais maintenant ces sourires étaient réels, pas posés pour quelqu'un d'autre. Réels. Parfois, il pensait à tout ce qui lui avait été pris, la trahison, les mensonges, les mois passés à monter des dossiers en silence. Mais alors Eden riait de l'étage où Lily l'appelait pour voir un dessin qu'elle avait fait. Et comme par magie, l'amertume s'évaporait, parce que ce qu'il avait maintenant ne pouvait pas être pris. Pas par des ordonnances du tribunal, pas par la tromperie, pas par l'ambition enveloppée dans des talons de créateur. Vanessa croyait autrefois que le pouvoir venait du contrôle. Logan savait maintenant que le vrai pouvoir venait de la paix. Il n'y avait plus de haine en lui, juste le souvenir et le genre de sagesse que seule la perte peut enseigner. Un après-midi, il a croisé un vieil ami de ses jours militaires. L'homme avait lu les gros titres, avait fait le lien. « Tu aurais pu tous les écraser, dit-il. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Logan a pris une gorgée de café, a regardé l'homme et a répondu « Je n'avais pas besoin de gagner. J'avais juste besoin d'arrêter de perdre. » L'ami n'a pas insisté. Certaines victoires n'ont pas besoin de bannière. Elles ont juste besoin de silence. La conclusion n'est pas venue en un seul instant. Elle est venue par morceaux. Un matin tranquille. Une carte manuscrite de Lily. Un câlin d'Eden après un match de baseball. Chacun a reconstruit ce que la trahison avait tenté d'effacer. Logan n'a pas cherché un nouvel amour. Il ne s'est pas précipité pour remplacer ce qui était brisé. Il vivait pleinement, prudemment, selon ses propres termes. Il lisait plus, cuisinait plus, regardait le lever du soleil quand il le pouvait.
Et quand il se regardait dans le miroir, il ne voyait plus un homme défait. Il voyait un homme qui avait enduré. Parce que la justice, quand elle est réelle, ne crie pas. Elle s'installe. Elle restaure. Elle reconstruit. Et pour Logan Mersey, la justice n'avait jamais consisté à détruire les autres. Elle avait consisté à se reconquérir lui-même. Un soir, alors que les lumières de la ville scintillaient faiblement au loin et que la maison reposait dans le calme, Logan a ouvert le dernier tiroir de son bureau, celui qui contenait l'enveloppe originale, le levier, la preuve, tout ce qui avait déclenché la tempête. Il l'a fixé un long moment, puis a lentement refermé le tiroir sans la toucher. Parce qu'il savait que certaines choses sont plus puissantes lorsqu'on les laisse fermer. Et les gens qui pensent qu'il en a fini ne comprennent toujours pas quel genre d'homme il est. Certaines trahisons essaient de tout vous prendre. Votre nom, votre famille, votre paix. Logan Mersey l'a appris à ses dépens. Vanessa Langford et Nathan Kroll ne l'ont pas seulement trahi. Ils ont tenté de réécrire toute son existence. Mais à la fin, ce n'est pas la vengeance qui l'a restauré. C'était la vérité. C'était la patience. C'était choisir le silence quand il aurait pu choisir la destruction. Logan ne s'est pas battu pour gagner. Il s'est battu pour protéger ce qui comptait. Et ce faisant, il a découvert quelque chose que la trahison ne pourra jamais comprendre. Que l'intégrité, une fois testée et maintenue, devient inébranlable. Ça va maintenant, papa, lui a demandé un jour Eden par une nuit tranquille. Logan a souri. Je vais mieux que bien. Je suis entier. Parce que parfois, les personnes qui essaient de vous briser sont celles qui finissent par prouver à quel point vous êtes fort. Et maintenant, nous avons épinglé quelques questions puissantes dans les commentaires ci-dessous. Demandez-vous, que feriez-vous? A, B, C ou D. Votre réponse pourrait bien parler pour quelqu'un d'autre. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.